Alors, comme je suis un type pragmatique, je m'en suis tenu aux assertions de la première page, A1, A2, A3. Quand il faut rester près du micro. Et donc, c'est la petite structure de ce que je vais faire. Je reprends les assertions, les questions vives, en essayant parfois d'en éluder certaines, mais comme je vous ai dit, je suis pragmatique et moi, je vous fais un retour d'expérience. Je suis un manager opérationnel de formateur, et donc, j'ai repris, j'ai un peu regardé, blague dans le coin, dans l'ensemble des assertions, là où je me dis, je peux amener quelque chose, c'était A1, A2, A3. Et c'est là-dessus que je viens, vraiment sur du retour d'expérience. Donc il y a peu de théorisation, je pense qu'on a fait ça très bien avant moi aujourd'hui. Là on est vraiment sur, tiens, moi qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je peux vous recommander. Avec une phase 3, une fois que j'ai fait un constat empirique, c'est quoi, à mon sens, dans ma petite expérience, les éléments de facteurs de succès ou des recommandations projectives dans le but d'apporter des réponses concrètes. Alors l'assertion 1, ce que j'en retiens pour la résumer, je ne vais pas lire bêtement le slide, c'est qu'aujourd'hui, les formateurs identifient le besoin de mutualiser les ressources, mais rencontrent des difficultés à le faire, difficultés en termes de temps, difficultés en termes de conditions d'exercice du métier, alors à l'encontre en cela de ce que les politiques recommandent, et on dit aussi que c'est plus facile inter-institution. Ça, c'est l'assertion. Alors, et on pose toute une série de questions sur lesquelles je vais, parce que j'y réponds dans ce que je vous rapporte. Quelle est ma crédibilité? On parlait de légitimation en la matière. Donc je suis responsable du Centre Corail Langue, également du projet européen Compétences Clés, ceux qui connaissent, depuis maintenant 1 an et demi. Au sein de ces 2 départements, on a mené pour Corail Langue une grande expérimentation de mutualisation et de digitalisation de nos contenus de cours qu'on a appelé en référence à la plateforme web Moodle, la moodleisation. Et au sein du département compétences clés, là, on a entièrement créé nos contenus de cours, parce qu'il y a eu un projet européen, plein d'argent, des compétences enseignées, je regarde Marie-Christine Théza, mais on ne savait pas ce qu'on devait y faire. Et donc on a tout créé, et comme on a pu tout créer, eh bien on a tout créé de manière digitale et collaborative, et en collaboration avec d'autres institutions. Et mon idée, au travers de ce retour d'expérience, également, j'oublie, avec une petite équipe qui s'est spécialisée là-dedans, on a tenté d'amener cette expertise au sein d'une série de centres secondaires. C'est une division que j'explique plus loin. Donc plus dans des centres de formation plus métiers, de type construction, à Technique Future aussi, d'amener comment on collabore, comment on mutualise des ressources pédagogiques. Mon approche, elle est méta, j'essaie de prendre un peu de hauteur et de faire des constats transversaux utiles sur ces retours d'expérience. Alors, une première chose que j'ai envie de dire par rapport à ça, et par rapport, là je me place dans l'idée de la mutualisation des ressources, c'est que le métier de formateur, c'est pas un bloc monolithique, mais vraiment pas. Derrière ce métier, il y a, mais je pense que ça a été assez dit aujourd'hui, mais des réalités de secteur. Donc, un formateur en langue, est-ce qu'il fait le même métier qu'un formateur maçon? Selon moi, la réponse est non. Après, il y a des choses qui sont pareilles, c'est la transmission, la co-construction d'un savoir, mais pour moi, c'est aussi différent que la différence entre même un linguiste et un maçon lui-même, pour passer dans différents centres. Et donc, la réalité de formation initiale de ces gens, de localisation, de comment ils travaillent, de conditions de transmission du savoir, et de leur public aussi. Si je prends mon public en formation en langue, ce sont des gens minimum CES à master, ce n'est pas du tout la même chose à Technique Future ou à Construform. Et donc, évidemment, les pratiques pédagogiques, elles doivent aussi s'adapter à ça. Ce que j'ai fait ici, c'est une catégorisation caricaturale. C'est caricatural, c'est fait exprès, entre formateurs tertiaires et formateurs secondaires. Donc tertiaire, métier des services transversaux langues, et secondaire, industrie, logistique, informatique, même si là on peut discuter, et construction. Nous, ce qu'on a observé, en tout cas, quand on a voulu amener des démarches de mutualisation, de digitalisation des ressources, c'est la variabilité des approches et des représentations selon les spécialités et les métiers des formateurs. Et la valeur ajoutée qu'ils y perçoivent dans ces démarches.
je parle du forum. Donc si vous travaillez dans un CISP ou dans une autre institution et que vous me dites « Oui, mais chez nous, c'est pas comme ça », pardonnez-moi, je ne suis pas compétent. Pour ce que je sais du forum, si vous prenez les formateurs tertiaires, donc on va dire très caricaturalement les matières plutôt intellectuelles employées, vous avez de base une organisation du travail qui va permettre un temps de réflexion, de correction, en langue, il faut bien à un moment donné qu'on corrige, et de préparation. Donc très concrètement, un formateur en langue, en bureautique et en informatique, il n'est pas 8 heures par jour avec les stagiaires. Et chez ces formateurs-là, la réflexion sur leur cours, l'amélioration des contenus, le développement, c'est un élément important. C'est même un élément ressourçant pour eux. Ils en ont besoin, ils le disent, on veut avoir du temps pour réfléchir à mon cours, pour m'informer. Ces formateurs-là aussi, si on parle d'une démarche de digitalisation, de mutualisation, ils ont très généralement une plus grande facilité avec les technologies de l'information. Ça, c'est clair. Si vous voulez aujourd'hui créer un contenu collaboratif, c'est très généralement sur une bibliothèque virtuelle, c'est comme ça qu'on va le faire, sur une plateforme d'apprentissage, Moodle, pour celles qu'on utilise au forum. C'est beaucoup plus facile de le faire avec des linguistes qu'avec des formateurs soudure. Je serai bientôt, parce que je change de fonction à Technifutur dans un mois et demi, je commence les entretiens à prise de contact avec ma future équipe. Il y en a un qui m'a dit moi je n'ai même pas de Facebook, je ne sais pas ce que c'est, je ne veux pas le savoir. Voilà, ce n'est pas dans leur code de fonctionnement habituel. Je caricature, il y a certainement, s'il y a des formateurs secondaires qui ne s'y retrouvent pas, c'est fait exprès. Alors, les formateurs tertiaires aussi, et peut-être que Formaform va être d'accord ou pas, si on parle du trajet initial de formateurs qui doivent suivre quand ils rentrent au forum, je pense que si vous regardez sur 100 formateurs qui rentrent au forum et que vous vous dites il y en a combien qui font tout le trajet, à mon avis, sur les tertiaires, vous allez trouver un beau pourcentage, que dans les formateurs du secondaire, ça va être beaucoup plus bas. En tout cas, on y travaille. Ça s'améliore, on va dire, mais c'est vrai le contraire. Mais les formateurs tertiaires, en tout cas, sont généralement friands de formations de type réflexive, réfléchir à ma pratique, de formation de type méta, soft skills, ou liées aux matières pédagogiques qui leur permettent de réfléchir à leur approche. Et si je prends les linguistes avec qui j'ai eu l'honneur de travailler ici depuis 5 ans, ils sont tous certifiés généralement via une agrégation universitaire, ce genre de choses. Lié à cela, ça c'est un autre élément, c'est les formateurs tertiaires que moi j'ai pu observer, ont un beaucoup plus grand besoin d'autonomie. Et donc par contre, quand vous venez avec une démarche de mutualisation, de collaboration sur des ressources communes, il y a une très grande peur de la standardisation des outils et des approches. Ça c'est vraiment quelque chose où vous sentez qu'il y a un enjeu là. Et je vais y revenir. Les formateurs du secondaire, en tout cas je parle du forum, ils ont un temps de préparation et de réflexion plus limité. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas capables de réfléchir à leur pratique. Jamais je n'oserais dire ça. Mais je prends du pratique. Un formateur chauffeur poids lourd chez nous, il monte dans la cabine avec ses 4 gars, à 8 heures, il y revient à 16 heures, 5 fois par semaine. Quand voulez-vous que ce gars, à un moment donné, se dise « Tiens, je vais mutualiser avec mes collègues ». Là, comment est-ce qu'on démarre dans le camion? Au début, on va faire un MOOC avec ça, et les stagiaires commenceront par ça. Alors, il y a des lignes de produits qui sont là, normalement pour ça, mais il y a peu de temps, ou en tout cas moins de temps, pour cette réflexion. Et je pense que c'est un élément vraiment à prendre en compte aussi, parce que quand on veut faire ce type de démarche, forcément, ça a un impact sur ce qu'on appelle aujourd'hui la productivité, et on compare toujours des pommes et des poires. Parce qu'on va vous dire, oui, mais ces formateurs-là sont plus productifs, il ne faut pas les toucher à leur organisation de travail. Les formateurs tertiaires, on va accepter qu'ils aient plus de temps pour réfléchir, mais je pense qu'ils en ont tous besoin, j'en suis convaincu, et il faut le voir comme un investissement. Là, c'est sans doute une interpellation au-dessus. Alors, ces formateurs aussi, ils sont toujours plus en demande de perfectionnement technique dans leur métier.
Donc ils disent, moi je veux bien des formations, mais je veux qu'on me forme, je reprends les chauffeurs poids lourds, aux nouveaux camions qui sortent, aux nouvelles manières de fonctionner. Souvent, c'est le retour qu'ils nous font souvent. Moi, se mettre ensemble pour essayer de faire un Moodle sur comment on prend en main un camion, ça m'intéresse moins. Le soudeur, il veut savoir la dernière technique de soudure. Plutôt que de formation de type Meta Soft Skills ou de réflexion pédagogique. Je pense que c'est moins à la base dans leur code. Pour les formateurs secondaires, l'idéal serait d'avoir des formateurs de formateurs qui allieraient une expertise technique dans les métiers secondaires à une expertise de développement des cours, de mutualisation des ressources. Bonne chance. Aujourd'hui, au Forum, on doit recruter des usineurs, des formateurs, pas formateurs de formateurs, techniciens en usinage, on n'en trouve pas, déjà. Parce qu'il y a déjà une pénurie dans ces métiers. Alors il faudrait qu'on arrive à trouver des personnes qui connaissent ces métiers-là et qui arrivent à parler leur langage et à les amener à une réflexion pédagogique. C'est possible avec quelqu'un qui n'est pas du métier, c'est sûr. Je dis que c'est un facteur qui est d'autant plus difficile. Et aussi, il y a autre chose, c'est que dans notre société aujourd'hui, vous avez une primauté de l'expertise technique sur l'expertise pédagogique. Dans l'inconscient collectif, c'est plus valorisé d'être un ingénieur qu'un pédagogue. Qu'est-ce que tu vas faire demain quand tu seras grand? Je serai pédagogue. Pourquoi ça, pédagogue? Par contre, je serai ingénieur. Ah oui, bien, fils. Continue. Et donc ça renforce ces formateurs secondaires. Moi, je suis un technicien. Je ne suis pas là pour réfléchir. Alors, ça, c'est chaque secteur. Je voulais amener cette dimension, pour moi, de différence de profil, de formation initiale par métier secteur qui me semble intéressante quand on veut construire ce genre de démarche. Un effet que j'observe, parce que je suis encore un tout petit peu jeune, plus pour très longtemps, je vous rassure, il y a un effet générationnel, je crois, qui n'est pas, quand je dis ça, c'est pas toutes les personnes plus expérimentées sont contre la démarche et tous les jeunes sont pour. Je caricature un peu, mais quand même, on observe que le fait de se dire on va travailler en équipe à partir de contenus collaboratifs communs que tout le monde va utiliser et va co-améliorer, alors là, chez certains, en tout cas dans mon équipe, mais ça veut dire que c'est pas mon exercice. Comment je vais faire? C'est pas moi qui l'ai fait. Si je ne l'ai pas fait, je ne sais pas comment le donner. Et construire cette base commune et travailler ensemble dessus, c'est un mode de fonctionnement qui renverse l'approche. Et ça va à l'encontre d'anciens modes de fonctionnement. À Corail, ma prédécesseuse dit un bête, et j'ai tenté de poursuivre le mouvement. Il y a encore quelques années, chaque formateur travaillait avec sa farde. Et tu ne touches pas à ma farde. Je veux bien te la prêter si je m'entends bien avec toi. Mais gare à toi si tu ne me payes pas le café à la pause. Ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'avoir construit cette base de données, des Moodle communs, et de dire on les co-améliore ensemble, on se fait confiance. Je lâche ce que j'ai. J'ai eu récemment le départ à la pension d'un pilier du centre, et grâce à cette approche, il était irremplaçable dans son personnage, c'était Clément de Witt, je ne sais pas si quelqu'un l'a connu. Mais par contre, son savoir, les modules de langue spécifiques qu'il avait développés sont dans Moodle, et on continue à les donner. Alors, le partage, je pense que ça rejoint ce que je viens de dire. La mise en commun d'une expertise, il y a un besoin de contrôler son contenu et de se le réapproprier. Alors ça, c'est vraiment un enjeu, je l'ai déjà dit. Faites attention, là je suis manager. Si vous êtes manager, posez-vous la question, pourquoi est-ce que je fais cette démarche? Pourquoi est-ce que je veux que mes formateurs travaillent ensemble sur des contenus? Si c'est parce que vous voulez, derrière, avoir une standardisation des contenus et contrôler leurs pratiques pédagogiques quotidiennes, laissez tomber, vous allez vous planter. Si ce n'est pas dans une idée de partage des ressources qui va améliorer leur fonctionnement et surtout votre service à l'usager, à la clientèle, ou s'il n'y a pas des buts comme ça, mais si votre but c'est un plus grand contrôle, n'attaquez pas par là. Dites alors que vous avez un problème de contrôle sur leurs pratiques et parlez-en avec eux. Parce que si vous allez par des voies détournées, ils vont s'en rendre compte très vite et ils vont bloquer. Il y a aussi une autre chose qu'on observe, c'est qu'on a toujours tendance à vouloir se former
non pas sur des choses qu'on maîtrise moins, mais sur des choses qu'on maîtrise déjà très bien pour devenir encore meilleur. Et donc, mes formateurs, moi, qui sont tous des pédagogues, linguistes, adorent aller à des formations sur la réflexion pédagogique. Par contre, j'ai dû en pousser vraiment certains à se former aux outils informatiques où là, vraiment, il y avait du progrès à faire. Par contre, alors que c'était déjà d'excellents pédagogues, aller à la dernière formation sur l'approche pédagogique, je me le demande tout le temps. Et c'est pareil, ça renvoie aux formateurs secondaires. Le soudeur qui est déjà très bon, aller se former à la dernière technique de soudure, il a envie d'aller réfléchir à l'approche pédagogique, à la gestion-évaluation, à une formation pédagogique, c'est plus difficile. Ici, quelques facteurs de succès. Si un jour, vous êtes au sein d'un centre de formation, vous voulez mettre en place une démarche de mutualisation des ressources, pourquoi vous voulez le faire? Donc je l'ai déjà dit, si c'est pour contrôler vos gens, c'est pas par là qu'il faut attaquer. Quels avantages allez-vous en tirer? Quelles sont les peurs et les freins? Écoutez le feedback des personnes de terrain. La démarche aussi est-elle en phase avec le plan stratégique du centre où vous êtes ou de l'institution en cours? Alors ça c'est important, je pense qu'on sera tous d'accord. Le temps nécessaire à la réalisation est négocié et dégagé au préalable et planifié. La démarche a été validée, valorisée, donc c'est-à-dire valorisée, donc non seulement elle a été validée par votre top management, elle est valorisée, donc les succès, on en parle, et on en parle comme un succès. Et elle est soutenue, j'ai eu cette chance. Une gestion en mode projet, donc bon, voilà, on a dit à l'équipe, on a convenu, ben voilà, par niveau de langue, on voulait un Moodle établi, qui laisse quand même de la place à la créativité du linguiste. On a fait des équipes projets qui se positionnaient sur un niveau, et on se revoyait avec les différentes équipes projets tous les mois. Et on travaillait comme ça. Et aussi ce qui est important, c'est, je pense souvent, quand je repense à cette démarche, à la pub qui a passé tout un temps, et qui disait, mais, chers travailleurs, on va faire du digital. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? On va faire des trucs avec des ordinateurs. C'est un peu ça ici. Je veux dire, on met en place cette démarche, ben là, un début, un milieu, une fin et un objectif. Et on la contrôle. Avec des indicateurs quantitatifs, si les linguistes, les indicateurs quantitatifs, ce n'est pas leur truc, et également qualitatifs. Alors, ceux qui travaillent au forum vont sourire. Des outils informatiques performants dans lesquels on investit, mais pas qu'informatique. Hein, ouais. Des salles de cours qui se prêtent à la démarche, des espaces qui s'y prêtent, mais l'investissement dans les infrastructures, c'est capital, au sens général. Aussi, je pense souvent à ce que Roshan Kerbush, un formateur de Formaform, nous dit quand on va en formation chez lui. Depuis 2015, il y a eu autant d'applications et d'informations qui ont été créées que depuis le début du savoir. Tu vois que j'écoute en plus. Mais c'est la même chose dans les applications. Donc entendez-vous sur, avec un logiciel on fait ça, avec telle application on fait ça, sinon on n'en sort pas. Exemple en langue, les logiciels qui vous permettent de chercher des mots de vocabulaire, vous en avez 200, avec chacun leurs avantages. Il faut qu'on se mette d'accord. On utilise celui-là et on avance tous avec celui-là. Alors, capital dans ce genre de démarche, parce qu'à la base on fait quand même ça pour ça. Qu'en pensent nos stagiaires? Qu'en disent-ils? Nous, on est passé dans des formules de plus en plus blended learning, donc ils viennent en présentiel 2 fois par semaine et ils travaillent d'eux-mêmes sur la plateforme. Le taux de satisfaction, donc on a surtout travaillé sur ceux qui ont connu les 2 formules, et le taux de satisfaction augmente de 10% dans la formule blended learning. Donc on se dit, ok, on va dans le bon, en tout cas dans ce côté-là. Ce n'est pas le seul retour à écouter, c'est sûr, mais c'est vraiment un retour qu'on oublie parfois et qui est capital. Donc je dis effectuer des démarches de type enquête qualité, pas au sens normiso, sinon, vu ce qu'on a dit ce matin, je vais me faire flaguer, mais plutôt, écoutons le retour de nos usagers clients. Et alors, une chose aussi, c'est que si vous trouvez, par exemple, quand je dis les outils ne changent pas les comportements par essence, c'est-à-dire que si vous avez un problème de collaboration dans votre équipe, ce n'est pas parce que vous mettez une démarche de mutualisation que ça va changer. Le problème, il est ailleurs. Les outils ne changent pas les gens. Les gens vont reproduire les mêmes comportements au travers des outils. On ne change pas la société par décret. Donc si vous avez
un souci comme ça, ou même, il n'y a pas besoin d'être manager, je parle parce que ça me traverse, mais si vous êtes formateur et que vous devez mettre en place une démarche, vous avez envie de mettre en place cette démarche, réglez d'abord ce problème-là, parce qu'il reviendra. Combien est-ce que j'ai encore? Encore 8 minutes. Donc j'avais fait 2 autres assertions. Le fait que le métier de formateur souffre d'un déficit de reconnaissance économique et sociale. Je passe sur. Donc, c'est clair, quand on travaille dans les métiers, dans l'emploi, il se fait que dans une vie professionnelle passée, je dirigeais une agence de recrutement. Mais quand on dit à quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Je veux être prof, je veux être garagiste. Prof, en tout cas, l'enseignant, et dans l'image, dans l'inconscient collectif formateur, qu'est-ce qu'il fait réellement? On ne se dit pas, quand je suis petit, je vais devenir formateur. Donc, c'est peut-être pas déficit, c'est encore mes connaissances. Je le dis par rapport, par exemple, à celui d'enseignant. Au-delà du métier de formateur, ça c'est peut-être plus propre au Forem. Je pense que notre institution Forem, elle ne fait pas que de la formation. Loin s'en faut. Elle fait d'autres métiers, dont aussi la mise en application de politiques de contrôle des personnes. Et c'est plutôt ça qu'on voit tous les jours dans la presse. Et donc les missions d'accompagnement, de développement des compétences, d'ouverture au monde de l'entreprise qui se développe de plus en plus, qui sont les nôtres, ne sont pas encore suffisamment perçues du grand public. Quand on pense malheureusement au Forem aujourd'hui, on pense plutôt à ces missions-là. Et donc au-delà du métier de formateur, le formateur Forem, le nombre de gens qui nous disent « Je ne savais pas qu'on faisait ça au Forem, c'est bien » à la fin de la formation, c'est triste, mais c'est comme ça. Et pourtant, je n'ai pas besoin de convaincre les gens, je pense ici, la fonction de formateur, elle deviendra demain de plus en plus importante, puisqu'on a parlé de robotisation, mais vous avez aussi, au-delà de ça, l'évolution des carrières. Aujourd'hui, vous, moi, on aura 2 fois plus d'employeurs en théorie que nos parents. Et c'est un mouvement qui se poursuit. Et donc vous devrez 2 fois plus vous former, parce qu'en plus les métiers évoluent de plus en plus vite. L'évolution des nouvelles technologies pousse chacun à sans cesse apprendre à faire évoluer ses pratiques. Et sans des personnes qui vont former d'autres personnes, ça n'existera pas. Donc je pense même que ça va être vraiment une fonction prégnante. Alors là, je vous fais un retour qui est vraiment celui du Forem, puisque c'est une insertion que j'ai choisie. C'est le fait que le métier de formateur offre peu de possibilités de mobilité interne, et d'autre part, les formateurs ignorent trop souvent les possibilités existantes de mobilité externe. Qu'est-ce qu'on fait des évaluations? Comment est-ce que ça se passe? Alors au Forem, les formateurs ont une procédure d'appréciation bisannuelle officielle, 1 fois tous les 2 ans, qui allie leur management de site et un responsable pédagogique. Donc, en fait, c'est essentiellement un acte administratif qui se fait de manière bisannuelle. Et donc, ça traduit un peu ce que je vais dire par la suite. Récemment, une évolution, c'est qu'un système d'entretien de fonctionnement semestriel vient d'être lancé. Donc, les gens auront au moins un entretien tous les 6 mois. C'est attendu. Personnellement, sans me vanter, je le faisais déjà, mais ça n'était pas reconnu par l'institution. Au sein du Forem, quand vous rentrez dans la ligne pédagogique, vous avez un statut propre qui est distinct du reste de l'institution, avec une évolution pécuniaire administrative qui est propre. Et vous ne pouvez pas postuler sans repasser par des examens externes pour d'autres fonctions de l'institution. Vous êtes dans votre ligne. Comme ça. Et donc ça limite forcément au sein du Forem les possibilités de mobilité. Je reviens aux appréciations. Les retours d'appréciation, normalement, ils sont compilés dans le dossier RH de la personne. On en tient compte autant que faire se peut, notamment en fonction du souhait des agents, de la stratégie au sein du centre. Le nouveau système devrait mettre un peu plus de dynamisme. Il y a quand même toute une série de possibilités de mobilité pour les formateurs Forem en tout cas. Vous pouvez changer de centre. Le Forem étant très gros, il y a plein de centres de formation. Si à un moment donné vous dites je vais changer de région, vous savez le faire. Vous êtes formateur langue par exemple à Corail, vous vous dites oh, j'en ai un peu assez de faire tout le temps ces modules-là, je vais aller faire des langues orientées métiers dans un centre métier qui le demande, vous pouvez le faire. Vous pouvez devenir chef de projet sur toute une série de thématiques. J'y serai.
Par exemple, ma formatrice qui était la chef de projet sur tout ce qui était la mise en place de la mutualisation des ressources via plateforme d'apprentissage est partie comme chef de projet là-dessus pendant plusieurs mois dans d'autres centres parce qu'elle avait les compétences identifiées. Vous pouvez évidemment, au sein de votre ligne, comme dans toute institution, changer de fonction via promotion hiérarchique. Vous pouvez aussi aller exercer votre métier au sein de toute une série d'organismes partenariaux, type IBFE. Donc au sein de la Galaxie Forum, en tout cas, je crois qu'il y a quand même pas mal de possibilités de changer de métier, à l'opposition peut-être de certains formateurs que je rencontre, de partenaires qui travaillent dans des CISP, et où là, mais c'est forcément moins étendu. Malgré cela, un formateur ne peut pas demain devenir conseiller référent. Ce n'est pas la même ligne, il doit repasser un examen. Les procédures RH sont assez lourdes, entraînant parfois une inertie de fait. Un recrutement chez nous, c'est plus d'1 an. Ouais. Moi, je me souviens que quand après les divers examens, quand je suis rentré au Forum, j'avais totalement abandonné l'espoir d'un jour venir y travailler et qu'une petite dame m'a appelé un jour pour me dire « Ah ben voilà, vous pouvez commencer dans 1 mois ». Ça faisait 1 an et 2 mois que j'avais passé le premier examen. Et quand je dis projection, je pense que ce vers quoi on devrait aller, c'est des carrières plus orientées compétences et moins statut administratif. Aujourd'hui, vous avez un statut, un grade, vous pouvez avancer comme ça. Ça permettrait plus d'échanges de compétences entre les institutions et les organismes, voire des passerelles privées-publiques. Pourquoi est-ce que demain, un enseignant qui travaille dans l'enseignement obligatoire ne pourrait pas, à un moment donné, venir travailler la formation professionnelle un temps et vice-versa? Je rêve, hein, là. Ça permettrait également aux personnes d'avoir davantage de perspectives, de changer de métier, de se renouveler, sans perdre une certaine forme de sécurité d'emploi. Parce que bien souvent, et ça c'est le problème, c'est qu'il y a tout un tas de gens qui ont envie de changer, mais ne le font pas à cause de la sécurité d'emploi et des factures qu'ils ont à payer. Et ça c'est dommage parce qu'à un moment, ils sont épuisés dans ce qu'ils font, ils ronronnent. Et je ne vais pas dire qu'ils le font plus bien, mais ils n'y sont plus vraiment. Je vous remercie. Alors tout d'abord, François, je trouve que cet exposé a vraiment le mérite de nous ramener sur des réalités de terrain, et donc ça je trouve c'est particulièrement intéressant. Je voudrais revenir à une question par rapport à cette question de la mutualisation et avoir vraiment l'avis du responsable de centre. La question de la mutualisation, pour moi, s'articule aussi avec la question, je dirais, de l'organisation du travail au sein des centres de formation. Je pense en effet que la logique de mutualisation au sein d'un centre se développe d'autant mieux que dans ce centre, eh bien, il y a des logiques de collaboration, il y a des logiques de partage, il y a des logiques d'échange de pratiques. Et donc on sent bien que mutualiser des ressources, et tu as tout à l'heure évoqué le cas de la mutualisation des ressources, mutualiser des ressources, ça veut pas seulement dire des ressources, mais ça demande un travail, je dirais, d'organisation plus générale, organisation du travail. Et donc ça amène à la question suivante, c'est de savoir finalement, en tant que responsable de centre, quel rôle as-tu à jouer, ou quel rôle pourrais-tu jouer pour, je dirais, dynamiser, développer ces pratiques d'échange, ces pratiques collaboratives au sein de ton équipe ou de tes équipes? Oui, je pense que ça, c'est le cœur du métier d'un manager. Je dis manager, moi je me vois plus comme un coach. Les gens connaissent leur métier, et d'autant plus les formateurs. Donc, ils ont la solution en eux, ça j'en suis persuadé. Donc, à un moment donné, on se dit, mais tiens, comment est-ce qu'on peut faire pour que chacun ne réinvente pas l'eau chaude dans son coin et pour capitaliser sur les expertises qu'on a dans l'équipe. Et on en arrive en discussion, en réunion, il y a des nouvelles technologies qui sont là, qui nous permettent de sécuriser nos ressources, parce que c'est ça aussi, parce que des fardes, ça se perd, ça s'en va. Elles sont là.
qui permettent aussi d'amener des nouvelles pédagogies qui sont les plateformes web d'apprentissage. Et là, le rôle du manager, ça va être d'être un stratège sur plusieurs éléments. Stratège au sein de son équipe, donc dire quand est-ce qu'on va faire ça, comment est-ce qu'on va le faire, d'aller lui vendre le projet, d'obtenir l'adhésion de l'équipe, et puis d'aller vendre le projet à son management, à l'échelon du dessus, et de le vendre au bon moment. Voilà. Il y a toujours une question de timing aussi qui est importante. Donc, par exemple, si je prends mon expérience, on fait des plans de charge. Donc, chaque année, aux alentours d'octobre-novembre, on dit l'année prochaine, je vais faire ça. Mais c'est dans ces gros moments-là qu'il faut vendre ces projets-là. Et donc, pour moi, le manager, il doit, avec son équipe, identifier est-ce que la démarche est un plus. Ça ne doit pas être une de ses lubies. Ça doit venir de l'équipe et ça doit être un plus. Et puis, il doit organiser le timing. Il doit être aussi garant de la date des objectifs. Il n'y a rien à faire, ça fait partie de notre travail. Et il doit vendre le projet au-dessus et le faire valider au bon moment. Merci. Une autre question du comité de pilotage, Anne-Catherine ? Je vais rebondir sur la question du temps de travail parce que je suis très contente qu'on l'ait abordé. Ça me semble très important et ça m'apparaît parfois un sujet tabou dans le monde de la formation. Alors, ma question, elle est comment se fait la répartition en temps de travail des activités du formateur ? Je pense par exemple le temps de travail de face à face pédagogique par rapport au temps de préparation de cours, par rapport à la création de supports pédagogiques, par rapport au temps du travail collectif. Est-ce que tout ça, c'est clair ? Est-ce que c'est réparti sur quelle base de calcul ? Parce que derrière cette idée, cette remarque, beaucoup de formateurs font la réflexion qu'il y a beaucoup de travail qui se fait dans le temps de travail, mais hors du temps de travail. C'est-à-dire que souvent, la création pédagogique se fait en dehors du temps de travail. Donc je me demande s'il n'y a pas une réticence à mutualiser ces ressources du fait qu'une partie de l'activité du formateur se retrouve finalement impactée en dehors du temps de travail. Enfin voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est spécifique à votre organisme de formation, mais comment ça se fait cette répartition ? Est-ce qu'il y en a une ? Est-ce qu'il y a un calcul de fait ? Voilà, c'est une question de précision. Alors, il y a autant de répartitions qu'il y a de centres. Donc, si vous voulez, et c'est pour ça que j'introduisais la division entre très caricaturale. J'en suis bien conscient, de formateur tertiaire et formateur secondaire. Donc, les calculs nous, chaque année, on reçoit un objectif très clair qui se mesure en nombre de personnes à former et en nombre d'heures de formation. Ok ? On s'engage là-dessus envers la direction. Après, on doit traduire ça en module de formation ou en formation, et puis ça arrive en dernière ligne chez les personnes. Et en fonction de cet objectif, ça laisse plus ou moins de temps à un travail de développement pédagogique. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut maîtriser le timing et l'organisation. On a quand même, je reviendrai sur l'autre idée, mais on a quand même en tant que responsable de centre, en tout cas dans la direction que je connais, qui est Liège-Louis-Verviers, attention, on a quand même une certaine latitude à partir du moment où nous atteignons notre objectif. Et c'est au moment, il y a quand même une négociation, de ces négociations d'objectifs, que je pense qu'il faut remettre, quand il y a un projet spécial, de dire on va consacrer un peu plus de temps au travail en dehors du temps phase stagiaire à faire cela. Alors, vous dites qu'il y a peut-être une certaine réticence parce que les gens le font en dehors du temps de travail. Pour moi, en tout cas dans les organisations que je mets en place et dans celles que je connais de mes collègues du territoire, sauf vraiment grosse exception parce qu'un formateur doit présenter un truc le lendemain, il peut travailler chez lui, mais on ne s'arrange pas pour charger les gens pour qu'ils doivent travailler de chez eux. C'est pas comme ça qu'on travaille en tout cas. On s'arrange pour qu'à l'intérieur d'une semaine de travail négocié, on atteigne les objectifs et qu'il y ait du temps pour pouvoir travailler sur ces dimensions pédagogiques et réflexives. Maintenant, comme je vous dis, si vous prenez le temps de travail d'un formateur transport de Bierzet, exemple que je connais, eh bien, ces gars-là, c'est 40 heures semaine, dont 8 heures dans le camion avec les gars. Et en 2 formations, vous avez une pause de 4-5 jours.
Mais récemment, il y a eu un travail qui a été fait justement en collaboration avec le responsable de centre et l'équipe, parce que c'était une de leurs demandes à un moment donné, de dire, eh bien, on va quand même, je ne saurais pas vous dire combien de jours par mois, mais ils ont un temps collectif où ils vont travailler ensemble à la réflexion de leur pratique pédagogique. Et donc, le but n'est pas de les charger pour qu'ils fassent ce développement de chez eux. Et donc, effectivement, celui qui va faire plus de chez lui va être réticent à partager. Et d'ailleurs, figurez-vous que je connais un peu l'enseignement, puisque ma compagne est enseignante, et ça se ressent très fort, ça, dans l'enseignement, où le temps de préparation n'est pas réalisé à l'école. Et donc, vous avez des enseignants qui préparent énormément, d'autres moins, il faut regarder la réalité en face. Et c'est vrai que ces enseignants qui préparent énormément ont du mal à partager. Ils disent « Attends, moi ça fait des années que je travaille sur mon cours, pourquoi je devrais lui donner ?» Et donc je pense qu'il faut, comme il faut parfois cadrer le temps de connexion, dire « Ok, tu as un smartphone, mais il y a une heure à laquelle je ne te dérangerai plus. » Il faut aussi cadrer parfois le télétravail, entre le télétravail négocié et le télétravail gris. Il faut cadrer ce temps de préparation pédagogique au départ. On parlait de contrat, et le contractualiser dès le départ pour favoriser, pour que chacun soit sur un même pied et favoriser la collaboration. Oui, Marc. Oui, c'est plus une interaction qui aurait peut-être sa place dans les conclusions collégiales qu'on tirera tout à l'heure, mais je profite de cette belle réflexion que François tu amènes pour la poser. On a quand même beaucoup parlé des contraintes liées au métier de la formation aujourd'hui, des contraintes de tous ordres. Il y a une chose dont j'ai peu ou pas entendu parler, et peut-être que l'exemple que tu donnes sur les chauffeurs poids lourds en est un exemple. C'est la place, je pense que l'innovation doit pouvoir prendre dans les métiers de la pédagogie, dans les approches didactiques. Et quand je dis l'innovation, c'est un terme un peu bateau, on est bien d'accord, mais ce sont ces outils, ces méthodes, si on s'en donne le temps et les moyens, qui permettent de regarder les contraintes les yeux dans les yeux, de regarder les enjeux les yeux dans les yeux, et de trouver des espaces, des marges de manœuvre qui font avancer les choses. Et je l'ai très peu entendu aujourd'hui, et je fais l'hypothèse que faire de l'innovation, réfléchir un peu, prendre du recul, ça demande du temps, de l'espace, apprendre sur le quotidien, et c'est pour ça que l'exemple des formateurs poids lourds était assez pertinent. Je pense que même avec eux, en se donnant quelques heures, il y a peut-être moyen de trouver des manières de contourner les difficultés et les contraintes. Voilà. Mais c'est plus une interaction qu'une question directe que je te posais. Je vais me permettre de réagir. C'est bien, des interactions comme ça, pour en faire. C'est très très bien. Non, mais je vais prendre un exemple concret qu'on a mis en place, qui m'était précédent au sein du centre Corail Langue. Il y a quelques années, Gina Bett, en son temps, a pris le temps de rendre un petit projet européen pour développer des modules langue orientés métiers en formule blended learning, qui sont appelés Lingua Cluster à l'époque. 2 formatrices se sont penchées là-dessus et ont travaillé et n'ont fait que ça pendant 1 an. Alors, ce projet-là, à l'époque, il était vu au sein de l'ADT comme direction territoriale, du temps perdu. Mais comme c'était financé par l'Europe, ça allait. Aujourd'hui, il se fait que dans les 4 métiers, donc elles ont développé des modules de langue orientés métiers en blended learning. Il se fait que dans ces 5 métiers qu'elles ont travaillés, il y en a 4 qui sont en pénurie. Ça tombe bien, parce qu'on les a dans les mains, et on est en avance sur tout le monde. Et donc effectivement, quand on travaille sur de l'insertion professionnelle, sur de la formation à l'emploi, on doit avoir un temps d'avance à prendre la veille. Il n'y a rien à faire. Et donc, autant moi je suis pour un service public efficace, autant je pense que mes agents diraient que je suis exigeant, et je ne suis pas le seul, et ma direction également, autant je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on s'arrête sur ce qu'on fait, de manière stratégique, avec un début, un milieu, une fin, des objectifs, mais il faut qu'on le fasse. Sinon, mais c'est clair, si je prends l'exemple des langues, je vais être très, très cash, et je vais peut-être en inquiéter certains, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, des modules de langue généralistes, comme on en fait A1, A2, B1, eh bien la mauvaise nouvelle, c'est que les sous-traitants le font, ils sont moins chers que nous. Et donc voilà. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ces modules Lingua Cluster qui ont été développés, ça on est les seuls à les faire, et ils répondent
aux exigences du nouveau ministre en termes de langue orientée métier en pénurie. Et donc c'est l'exemple parfait à mon sens. Oui, Joseph. La question porte de nouveau sur l'espace-temps, mais au niveau du dispositif institutionnel. Quelle est l'articulation entre ce que l'institution demande aux formateurs, on est dans le contexte précis, et ce que les formateurs apportent de nouveau? Donc comment est-ce que cela est incorporé? Est-ce qu'on a simplement, je prends effectivement connaissance des référentiels, j'applique, à mesure j'en parle éventuellement avec des collègues, ou est-ce qu'il y a plus que ça? Donc qu'est-ce qu'il y a comme échange qui permet justement à l'institution d'évoluer? Alors là, je vais me restreindre aux langues. Désolé, mais je ne suis pas suffisamment compétent sur les autres domaines, vous m'en excuserez. Au niveau des langues, on a la chance d'avoir Michel Pierre et Véronique Amand et son service, qui est un service pédagogique très dynamique. Et donc, ils travaillent sur des référentiels qui sont cadrant, mais plutôt cadrant en termes de compétences à atteindre. C'est pas jour 1 tu fais ça, jour 2 tu fais ça, jour 3 tu fais ça. C'est plutôt à la fin du module et tu séquences comme tu en as envie. À la fin du module, il faudrait que le demandeur d'emploi puisse maîtriser telle compétence. Il y a régulièrement, je vais y arriver, des journées pédagogiques où on met en avant des productions de formateurs et où ils peuvent échanger sur ce qu'ils font. Malheureusement, il y en a moins ces derniers temps, mais ça va recommencer sous notre assistance. Et donc, ce travail-là, en tout cas, est valorisé par l'institution de cette manière-là. Okay. D'autres questions du comité de pilotage ou une dernière de Franklin? Vous pouvez y revenir après. Oui, c'est ça. Alors moi, je voudrais revenir à cette question de l'évolution. Voilà, je voudrais revenir à la question de l'évolution et la mobilité professionnelle du formateur. Et je reprends l'exemple, tu nous as donné un exemple assez parlant en parlant de chauffeurs poids lourds. Et donc je me mets un peu à la place d'un chauffeur poids lourd en me disant, voilà, au cours de ma carrière, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire autre chose. Et pourquoi pas, j'ai envie de me spécialiser dans, alors c'est tout trouvé, dans la production de ressources. Disons ça comme ça. Et donc, ma question est de savoir si finalement, aujourd'hui, nos institutions permettent à nos formateurs de se spécialiser dans un domaine particulier et de quitter quelque part le champ de l'animation à proprement parler pour choisir d'être formateur ou agent de formation d'une autre manière. Hein, donc, dans cet exemple-ci, ce serait la production de ressources pédagogiques. Donc voilà, alors la question est la suivante, donc est-ce que nos institutions permettent ce genre de choses? Si ce n'est pas le cas, quels sont les freins et les obstacles qu'il faudrait lever pour que ce soit possible? Ou alors il postule à Formaform, ou il devient, s'il veut être producteur, catalyseur, plutôt dire catalyseur de ressources pédagogiques, il devient responsable ligne de produit, chez nous au Forum. Et pour 20 formateurs, ou 50, il y a un responsable ligne de produit. Ou alors, au sein de son centre, comme moi, nous avons eu la chance de le faire, mais alors de manière temporaire, dans une gestion par projet, avec certains formateurs, il y a un projet à un moment donné, encore validé par sa hiérarchie, où pendant un certain temps, il n'animera pas, mais sera en production de ressources. Là-dessus, par exemple, sur le projet qu'on a appelé modélisation de virtualisation qu'on a mis en place à Corail, ce qu'on a fait, nous, c'est que donc on arrêtait un groupe de travail par module, par niveau, c'était pendant 2 mois, et à chaque fois un groupe de 3 formateurs. Et donc comme ça, sur leur année, il y avait une variation. Oui, moi j'ai été intéressée par l'analyse et la différence que vous avez faite entre formateurs secondaires et tertiaires, parce que dans le comité de pilotage, c'était effectivement une question qu'on avait soulevée. Est-ce que c'est, encore une fois, ça peut être nuancé et pas caricatural, est-ce que c'est un fait accompli qu'il faut prendre comme tel et agir en conséquence? Ou est-ce qu'il y a quelque part une idée derrière d'arriver à une harmonisation? Voilà, je ne sais pas si je suis très claire. Mais... Vous voulez dire par exemple dans l'organisation de travail? Oui. Alors,
et dans le fait d'amener plus de réflexivité, notamment Alors, je le souhaiterais. Ça dépend dans quel sens on harmonise. Donc, ce que je veux dire par là, c'est on nous a sorti parfois des analyses de productivité. Et alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez les employés du mois, les chauffeurs poids lourds, qui eux sont très productifs, et les formateurs tertiaires, eux, ils le sont moins. Voyez? Mais je pense qu'effectivement, une réflexion sur l'harmonisation de l'organisation de travail qui permette de réfléchir et d'innover, comme l'a dit monsieur, c'est vraiment une réflexion intéressante et à mener, aussi pour pouvoir parfois constater des différences et les respecter. Parce qu'une bête différence, quand vous êtes formateur langue, vous passez 6 heures avec des gens, vous animez. Les gens, ils ont travaillé chez eux, on attend 1 à 2 heures de travail chez eux tous les jours en sus de la formation. Ils ont bossé, ils ont fait un exposé, ils vont venir le présenter devant la classe, vous allez animer. Si vous n'êtes pas en forme, ça se ressent tout de suite. Et je ne dévalorise pas du tout l'exemple suivant, je dis juste que le métier est différent. Quand vous êtes formateur maçon, si vous êtes un excellent formateur constructiviste, si j'ai bien écouté, vous avez vos 8 gars, et alors ils vont commencer à monter un mur, vous leur donnez un peu les... Je ne suis pas maçon, donc pardonnez-moi. Vous allez donner quelques explications, et puis vous allez passer de l'un à l'autre. Et puis bon, il y a parfois un temps de travail où il faut leur foutre la paix 1 heure ou 2, et vous pouvez repartir dans votre bureau, boire une tasse de café, ou faire un peu votre admin. Et donc je veux dire, et ça aussi, dans les histoires d'organisation de travail, de productivité ou de réflexivité, moi, je pense qu'avoir cette réflexion sur l'ensemble, mais respecter les différences, et aussi entre les différentes spécialités. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, dans les analyses de productivité, c'est « Ah, tel centre est très productif, il fait autant de gens, autant d'heures, c'est super ». Demain, c'est avec l'insertion en plus. Et il faut ces analyses, il faut des indicateurs quantitatifs. Comment est-ce que vous savez que vous allez faire le plein quand votre jauge est à plein, Donc il en faut. Okay. Mais justement, ayons cette réflexion sur l'ensemble des différences pour pouvoir les respecter et que chacun ait un temps de réflexivité et d'innovation. Okay. Donc pas de caricature. Bonjour. Ce ne sera pas tant une question qu'un partage. Alors tout d'abord, je voulais vous féliciter, monsieur. Vous féliciter pour cette présentation pratico-pratique. Alors on parle de formation. J'ai bien aimé la notion d'outil que vous avez amené, parce qu'en fait, outils, j'ai entendu pas mal parler de contraintes, mais c'est vrai que les outils, on peut les voir également comme des opportunités. Et quand on a affaire à un public qui parfois est un public jeune, dont on parlait tout à l'heure, il ne faut pas perdre de vue que ce public il se concentre difficilement et que ces outils, ils peuvent avoir une vraie plus-value pour capter l'attention de ce public. Donc ça, c'était juste la notion supplémentaire que je n'avais pas encore entendue jusqu'à présent. Et Dieu sait pourtant si, actuellement, les nouvelles technologies, elles vont avoir tout leur rôle dans la société dans laquelle on vit. Et donc le dernier point, parce que c'est vraiment chouette de terminer la journée avec vous, c'est que on parle de formation. Donc formation, pour être formateur, il faut pouvoir maîtriser le sujet dont on parle. Donc vous semblez le maîtriser, mais je voulais vous féliciter encore une dernière fois, parce que non seulement vous le maîtrisez, mais ce qu'on oublie de faire, ou de dire, c'est que maîtriser son sujet, c'est une chose, mais la manière dont on va le transmettre, c'est autre chose. Et vous l'avez, je trouve, excellemment fait. Bravo pour ça. Vous en avez d'autres, les Je pourrais continuer, mais plus tard. Non, je le disais, c'était pas une question, c'était un partage. Je disais, pendant le lunch, je disais à une personne, on a l'habitude de soulever ce qui ne va pas, on a l'habitude de soulever en fait ce qu'on n'aime pas, et je suis certainement le premier à le faire, et je trouve que c'est bien de soulever ce qui est bien, et ce qui est très très bien, et qu'on a rarement l'opportunité de dire, et surtout dans ce cas-là, le dire en public, c'est encore mieux. Donc, bien, merci. Bravo, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions, interpellations? Oui, Noël Scherrer va être content. Voilà. C'est tout aussi positive. Oui. L'équipe, non? La fatigue. Tant. Une dernière du comité de pilotage. On n'est pas obligé de... Non.
Voilà. peut rester jusqu'à 6 heures. Hein. C'est juste... On ne veut pas vous frustrer si vous aviez encore une question, mais apparemment, on a... Enfin, c'était suffisamment... Oui, allez, une dernière. L'outil ne change pas le comportement. Attends, on va mettre le micro, sinon ça Qu'est-ce n'enregistre. qui change le comportement? Les outils ne changent pas le comportement. Qu'est-ce qui change le comportement? Oui, c'est tellement vaste comme question. Alors, Concrètement, en formation, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour changer les comportements? alors tout On dé- a eu beaucoup de questions déjà sur les savoir-faire comportementaux, etc. Manifestement, c'est une question qui préoccupe. on ne peut de toute façon pas changer tous les comportements. D'accord. Au sein d'un cadre de centre de formation, il y a toute une série de comportements qui s'expriment. Il y en a qui sont tolérables, hein. Il y en a que de toute façon, qu'on veuille ou pas le changer, on doit le changer. Bon, si vous avez quelqu'un, ça n'arrive pas dans mon équipe, mais je vais prendre un exemple très frappant qui émet des propos racistes. Ben, voilà, ça, ça doit changer tout de suite. Donc, alors, quand on est sur une démarche de mutualisation, l'idée est d'obtenir l'adhésion ou la mobilisation. Il y a toujours une série de personnes qui vont rester sur le côté parce que vraiment elles ne semblent pas intéressées. Si je reprends la démarche qu'on a mis en place, ben moi j'avais le cas avec un formateur qui vraiment ne voulait pas rentrer dans la démarche. Eh bien, à un moment donné, ce gars, je lui dis, écoute, je ne vais pas t'obliger à rentrer dans ces groupes de projets. Ce n'est pas obligatoire finalement. Mais j'ai quand même mis une condition. Ne viens pas me revoir dans 3 mois en disant que tu veux du temps de développement. Voilà. Ce que je veux, c'est, si tu veux du temps de développement, ça se fera dans ce projet-là et dans un travail d'équipe. Comment est-ce qu'on a mobilisé, parce que j'ai une équipe très expérimentée, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais qui a 55 ans d'âge moyen. Et donc ça veut dire aussi que ces nouvelles technologies, ça ne leur parlait pas forcément. Et donc, on a fait un gros travail, enfin c'est surtout Cathy de Château à l'époque, qui a fait ce gros travail de montrer la plus-value et le confort qu'ils ont pu en acquérir dans l'exercice de leur travail, notamment, par exemple, avec la plateforme permet d'évaluer, donc vous savez voir le temps de connexion que les stagiaires passent, vous savez aussi voir le taux de réalisation des exercices qui sont proposés. Et donc à partir de ce moment-là, tout le travail est-ce qu'ils ont fait l'exercice? Je vais voir, je passe d'abord un quart d'heure à le faire. Ah ben non, ils ne l'ont pas fait. Attends, je vais aller voir. Là, je jette un coup d'œil à ma plateforme, qui a travaillé, tac, 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 tac. Et donc là, évidemment, c'était plus facile. Donc je vais dire que je pense qu'il faut écouter vraiment. C'est quoi en fait? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas rentrer dans le projet? Voilà vraiment la plus-value. La plus-value, elle doit venir des gens de métier. Et là, c'est quelqu'un du métier qui faisait déjà ça, qui était une de mes formatrices, qui me l'a vendu. Et puis on l'a vendu à l'équipe. Et voilà, je reste convaincu de ça. Après, à un moment donné, au sein d'une organisation de travail, voilà, il y a des comportements qui sont négociables, comme ce formateur qui n'a vraiment pas voulu rentrer dans le projet. C'est pas dans sa description de fonction pur jus. Donc il a pu en rester en dehors. Mais dans notre contrat de communication, pour rebondir sur, c'était, ok, tu en sors, mais tu sors du contrat. Donc si tu veux y revenir, ça sera dans ce contrat-là. J'espère avoir répondu à votre question. Voilà, manifestement ça... J'aurais juste voulu une question de clarification. Quel est le statut de vos formateurs? Vous voulez dire indépendants, salariés? Est-ce qu'ils sont salariés? Tous salariés. Ils sont vacataires? Donc ici, on a travaillé avec les salariés. Nous avons des vacataires, qu'on appelle aussi sous-traitants, si c'est moins clair pour d'autres personnes. Mais les sous-traitants, ils viennent... Alors, mais finalement, c'est vrai que c'est une excellente question. Donc, les sous-traitants, ils peuvent utiliser ces ressources communes en s'engageant à ne les utiliser qu'avec nos demandeurs d'emploi et à ne jamais les utiliser de manière facturée.
Oui, parce que pour moi, il y a un lien. Enfin, on cherche, nous aussi, de notre côté, la question de la mutualisation, qui pose vraiment problème chez les formateurs. On retrouve une absence de mutualisation. Et on a fait des liens, nous, entre le fait, la précarité des statuts des formateurs et la difficulté à mutualiser. Donc, je m'interrogeais sur la quantité de statuts précaires. Et est-ce qu'il n'y a pas un lien entre... Voilà, c'est vrai qu'on a cette chance, en tout cas au Forum. Donc les formateurs au Forum, ils sont tous salariés. Nous utilisons la sous-traitance pour répondre à des besoins ponctuels, hein, voilà, ou pour faire face parfois à l'absentéisme. Mais tous nos formateurs internes sont salariés en contrat CDI. Donc on s'en confort là. Et effectivement, ça doit être beaucoup plus difficile, je pense, aux CISP ou aux EFT avec qui on est partenaire. C'est clair que c'est beaucoup plus difficile dans ces contextes-là. Oui, pour en rajouter une petite couche par rapport au statut, c'est vrai qu'à Formaform, on vit cette difficulté-là aussi, par exemple avec les membres de l'IFA-PME qui ne sont pas payés quand ils viennent en formation. Et donc, fatalement, ils vont moins avoir envie de venir investir et prendre du temps de développement et de formation que à Bruxelles Formation, Forum ou autre, où c'est vraiment intégré et valorisé dans leur temps de travail. Et donc ça, je pense que ces statuts, en effet, ces types de contrats jouent très fort parce que pour eux, c'est un manque à gagner. Quand ils viennent en formation, ils ne sont pas sur leur activité d'indépendant, quoi.